Bonjour et bienvenue dans Désir sur canapé, le podcast qui explore le désir d'enfant et les chemins vers la parentalité. Dans ce podcast, nous allons explorer tous les sentiments et toutes les émotions attenant à ces parcours parfois complexes, pour mieux comprendre, mieux ressentir, mais aussi épauler ceux et celles qui malheureusement partagent ces parcours au quotidien. Alors sur ce canapé aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Mélanie Sidbon. Bonjour Mélanie. Bonjour, merci de me recevoir. Mais avec grand plaisir, parce que tu me fais beaucoup rire. Je tutoie. Merci. Tu me fais beaucoup rire, mais je ne suis pas la seule à rire. Donc je te représente pour ceux qui ne te connaissent pas encore. Comédienne depuis de nombreuses années. Et puis depuis juste après le confinement, si je ne dis pas de bêtises, on a découvert les petites mini-vidéos sur Instagram, sur ton compte, alors qui parlent du quotidien, de la parentalité, de la maternité, de tout en réalité. Tout. Mais c'est vrai que ce qui m'a, moi, beaucoup interpellée, c'est comme ça, en fait, que je t'ai découverte, c'est j'ai entendu parler de PMA, j'ai entendu parler de fausse couche, j'ai entendu parler de maternité, évidemment des sujets qui me sont chers par rapport à mon métier. Et j'ai compris que derrière ça, il y avait quand même, au-delà de ce que tu pouvais raconter, une histoire personnelle. Et donc, c'est ce que tu viens nous partager aujourd'hui. Oui. Voilà. Et puis, il y a un spectacle qui vient de finir, si je ne dis pas de bêtises, mais qui s'appelle Réel, qui fait écho au réel sur Instagram, si j'ai bien compris. Exactement. C'est ça. Ce qui m'a fait connaître sur les réseaux. Et là, donc, tu es sortie d'Instagram pour aller sur scène. C'est ça. Je voulais plus me cacher derrière des personnages. J'avais envie de raconter un peu mon parcours à travers plein de sujets et de personnages. Moi principalement, voilà. Et du coup, ça a donné ce spectacle qui a voyagé pendant 2 ans, Réel. Et alors là, qui s'arrête. Et là, qui doit s'arrêter, malheureusement, mais pour la bonne cause. Alors, pour quelle cause? Parce que je vais accoucher bientôt. Félicitations. Merci. Donc, j'ai besoin de prendre un petit peu de repos aussi pour moi et de préparer tout ça, parce que ça chamboule une vie, une naissance. Et donc, c'est une deuxième naissance. Une deuxième naissance. Parce qu'il y a déjà une petite fille. J'ai déjà une petite fille qui a 5 ans. Et là, un petit mec qui arrive. Voilà. Donc, magnifique. Ah, ça va être incroyable. Mais ça a été un parcours compliqué que tu vas donc nous partager aujourd'hui. Et donc, je vais commencer par la question rituelle que je pose à tous les invités ici. Quand est-ce que tu as découvert ou ressenti ce fameux désir d'enfant? Parce que c'est une vraie question, le désir d'enfant. Alors, moi, c'est venu, pour être totalement honnête, moi, c'est arrivé un petit peu plus tard. Plus tard. Chaque personne, j'ai rencontré mon mari très, très jeune. Depuis nos 21 ans, on est ensemble. J'en ai 37 aujourd'hui. Enfin, tous les deux, d'ailleurs, on a 37. Lui m'a parlé très, très tôt d'enfant. Je crois à 24 ans, il me parlait déjà d'enfant. Sauf que moi, à 24 ans, je me voyais déjà comme un petit bébé. Enfin, encore comme un bébé. Je me suis dit, comment un bébé peut avoir un bébé? Enfin, non, j'ai déjà du mal à me gérer, moi. Surtout qu'on vivait chacun chez papa-maman. C'était... je vais pas dire l'amourette de jeunesse, mais pour moi, c'était 24 pas encore ans, le moment. Voilà, je nous voyais vraiment presque comme des ados, quoi. Et puis après, on s'est mariés à 27 ans. Et là, voilà, à 28 ans, j'ai dit, OK, 28 ans, là, je me sens prête, plus mature, début de la vie active, etc. Les études sont finies, on vivait depuis 1 an ensemble. Donc, j'ai dit, c'est bon, là, je pense qu'on est prêt, tout est fait pour accueillir un petit bébé. Et malheureusement, la vie en a décidé autrement parce que... Parce que toi, tu te sentais prête. Moi, lui était donc plus que prêt. Il était plus que prêt. Il était dans les starting blocks depuis des années. C'est ça. Mais par contre, il s'est passé quoi à ce moment-là? Au moment où toi, tu dis, ça y est, moi, j'y vais, je suis prête. J'ai commencé, on a fait les essais naturels. Et puis, au bout d'1 an, on s'est dit, tiens, ça prend toujours pas. Qu'est-ce qui se passe? Je connaissais pas du tout le milieu de la PMA. Enfin, je connaissais que par ma sœur qui était passée par la PMA. Et qui faisait partie d'ailleurs d'une association BAMP, avec qui elle travaillait un petit peu de temps en temps en tant que bénévole. Et c'est marrant parce qu'à l'époque, j'avais fait un spot publicitaire. J'ai écrit et réalisé un spot pour eux. Et je me disais, ah là là, ça a l'air compliqué comme milieu quand même quand on veut avoir un enfant et qu'on ne peut pas l'avoir naturellement.
C'est la faute à pas de chance. Je suis tombée dedans après par la suite. C'était par hasard, en fait. C'était le début d'une aventure que j'aurais préféré éviter à l'époque. Mais donc voilà, au bout d'un an d'essai naturel, je suis partie voir le gynéco qui m'a dit, c'est vrai qu'au bout, on considère que c'est 1 an d'essai naturel. Après, on commence à faire des tests. Et là, j'ai fait plein de tests possibles. Et je suis partie en mode 5 ans de PMA, où en 5 ans, on m'a diagnostiqué un peu tout, d'ailleurs. Alors, tout, c'est quoi? Au tout début, alors, mon mari n'avait pas de soucis. Un peu la qualité des spermatozoïdes. Il y avait la quantité, mais pas la qualité. Mais ce qui est incroyable chez les hommes, c'est que ça change tous les 3 mois. Exactement. Ils ont cette chance incroyable de ce renouvellement tous les 3 mois. Donc au début, c'était il y a la quantité, donc on peut améliorer, mais pas la qualité. Et puis 3 mois après, c'était non, finalement son spermogramme va très bien. Donc bon, ça c'était réglé. C'était réglé. On sait qu'il y avait pas de souci de son côté. Et moi de mon côté, au tout début, on savait pas. Donc j'avais juste des cycles hyper irréguliers. C'est-à-dire je faisais un cycle de 70 jours. Après le cycle d'après, 30 jours, 60 jours, 20 jours. Donc voilà, je sais juste que c'était hyper irrégulier. On m'a fait commencer avec plusieurs cycles, juste des comprimés. Vraiment, que des comprimés. Essayer de réguler juste le cycle. Voilà, rien du tout. Après, on m'a dit les ovaires polykystiques, SOPK, ça, on me l'a diagnostiqué pendant 2 ans. Donc, du coup, traitement qui va avec. Toujours pas de grossesse. Après les comprimés, tout ça, donc je suis passée aux piqûres. Tu parles du SOPK, je rebondis dessus, mais parce que tu dis on me l'a diagnostiqué, ce qui veut dire qu'avant, tu avais aussi des cycles irréguliers et personne n'avait jamais réagi au fait que tu disais j'ai des cycles irréguliers. Je ne sais pas pourquoi. Il y a eu des phases où on a trouvé des choses et d'autres où on voyait rien. Je comprends toujours pas. Parce que même SOPK, on me l'a diagnostiqué. Et encore après, on m'a dit non, finalement, c'est pas ça. C'était pas ça. Non, c'était pas ça. Donc, je ne savais pas que mon corps était autant dans la magie, quoi. Pouvait faire disparaître autant de choses, faire apparaître et disparaître. Surtout que c'est le genre de syndrome que l'on a et que l'on a. Qui miraculeusement ne disparaissent pas. Donc, Alors, il y a eu un mauvais diagnostic, une mauvaise lecture des résultats. Pourtant, je suis allée voir plusieurs personnes et à chaque fois, c'était oui, ça peut être ça. Mais oui, alors par contre, dans tout mon parcours, à chaque fois, c'était c'est léger. Ça peut être ça, c'est léger, mais ça vous empêcherait pas de tomber enceinte naturellement. Ouais, en attendant, le temps il passe. Quand on te dit ça, quand on te dit c'est léger et ça n'empêcherait pas de tomber enceinte naturellement, qu'est-ce qui se passe dans la tête? Dans ma tête, c'est oui, les gars, c'est pas grave. On va quand même dans les traitements parce que naturellement, je l'ai fait et ça vient pas. Donc allons dans les traitements. Quitte à essayer quelque chose, autant y aller jusqu'au bout, quoi. Donc il y a eu ça, il y a eu SOPK. Après SOPK, donc j'évoluais parallèlement dans les traitements. Donc j'étais passée aux piqûres de stimulation avec rapport programmé. Ça, c'est une phase un peu... Il n'y a rien de pire que de faire crac-crac en disant c'est programmé. Non, chérie, c'est maintenant. Ce soir. Non, c'est maintenant. C'est le meilleur moyen de se disputer en couple, je pense. C'est ça. En fait, l'envie n'y est pas. Et puis, on est dans un cadre reproductif. On n'est plus dans quelque chose de récréatif. C'est ça, on perd toute la magie, surtout l'excitation de ce moment, quoi. Je le dis parce que j'ai beaucoup d'hommes dans ma consultation et ils ont raison. Ils me disent, mais en fait, je suis un étalon. Et donc, ma femme, elle veut juste un truc, c'est mon sperme. Et donc, forcément, ça crée des tensions parce que les deux sont dans l'angoisse. Et un homme stressé, ça ne marche pas bien. Et une femme stressée, ça ne marche pas bien. C'est ça. Donc, ça donne beaucoup de disputes et pas vraiment beaucoup de bébés. Et surtout pas de moments de plaisir. Oui, c'est ça. En vrai, à chaque fois qu'on a dû avoir un rapport programmé, il y a peu de fois où ça n'a jamais fonctionné, quoi. Parce qu'on n'arrivait pas à être... j'allais dire à être dedans. Façon de parler, quoi. Voilà. C'est... L'envie n'y est pas. Non, il n'y a pas de détente. C'est ça. Mais la seule différence, c'est vrai que c'est ce qui se passe dans la tête à ce moment-là. C'est que le reste la plupart du temps, à chaque fois, on s'est arrêté. Et voilà, puis là, on se dit, non. Ils m'ont regardé, ils me disaient, mais je sais que tu penses qu'à ça. Et je dis, oui, je sais. Et je sais que toi aussi, tu vois dans mon regard qu'en fait, on le fait non plus par plaisir, mais en mode bébé, bébé, bébé. Et en fait...
Ah bah, ça coupe toute Ça envie coupe toute et envie. c'est là où d'ailleurs, il y a de temps en temps, les couples se distendent parce que évidemment, c'est un peu compliqué de vivre ce Ouais, moment-là, pleinement quand on sait qu'il y a un objectif. oui, Alors que normalement, faire l'amour, il y a un seul objectif, c'est donner et prendre du plaisir et c'est là, ça. Ah là, non. oui, L'objectif, c'est il faut qu'il y ait absolument une procréation oui. et là, ça enlève, toute légèreté à Ah ce oui, moment. complètement. Donc il y a eu ça, donc les piqûres, après piqûres de stimulation, piqûres, il y avait même après on a rajouté la piqûre d'ovulation, après on est passé aux inséminations qui n'ont jamais fonctionné, pour moi, malheureusement, jusqu'à l'étape, de la FIV, qui était la dernière étape. Entre-temps, oui, après SOPK, parce que du coup, après on m'a dit: «Non, c'est pas ça, heu, légère endométriose, mais très légère, qui fait que je pourrais tomber enceinte naturellement», Encore une encore une fois, fois. Mais ça a été tellement léger, ça on me l'a dit pendant peut-être, 4-5 mois. Après on m'a dit: «Non, c'est pas endométriose, c'est adénomiose, une sous-forme une d'endométriose». cousine de Voilà, l'endométriose. c'est vrai, c'est une famille très sympathique, voilà. Heu, je me suis dit: «J'ai hâte de rencontrer toute la famille, hein». On y Voilà. était presque, hein. Ouais, donc on m'a dit adénomiose, mais pareil, c'est léger. Ça n'empêchera donc pas de tomber enceinte naturellement. Voilà. Donc Mmh. j'en étais à cette dernière étape, jusqu'à ma première FIV qui a fonctionné et j'ai fait une fausse couche à 2 mois et demi. J'avoue, ça a été très dur à vivre parce que quand on est depuis un moment dans le parcours PMA, dès que ça s'accroche, on se dit, «Ça y est, C'est gagné. je mon moment est arrivé, je vais enfin être mère». Quand on a ce désir depuis un moment, on se dit: «Ça y est, les soucis sont derrière moi, je moi aussi». Et finalement, bah, surtout 2 mois et demi quand on est si proche, je crois, c'était vraiment, 10 jours après, je faisais normalement l'écho, tous les tests, enfin De les fameux l'AT1, du fameux les premier 3 mois, trimestre. pour pouvoir l'annoncer et 2 mois et demi, on se projette en fait. On se projette. Et on s'autorise à se projeter puisqu'en effet, on On est se dit: près «Là, c'est de la bon». fin des 3 mois. C'est ça. Donc ça a été très dur, très, très dur pour nous. Heu, bon, entre-temps, surtout, on a moi, tous mes couples, tous mes amis en couple, de la famille, enfin, tous ceux en âge de procréer autour de moi, pendant tout mon Ils parcours, se sont donné le mot, ils se sont j'avais dit: «On y l'impression va». que tous les jours, on m'annonçait des grossesses. C'était très dur à vivre. Évidemment, j'étais très heureuse pour eux, mais il y avait toujours ce moment de je les félicitais et puis j'allais vite me cacher aux toilettes, pour pleurer un coup, quoi. Et puis il y a eu de la jalousie, de l'envie, heu, ce qui est plutôt normal comme sentiment quand nous aussi on se dit: «Mais pourquoi pas moi? Moi aussi j'ai envie d'être enceinte et de l'annoncer à la terre entière». Surtout quand on vit une fausse couche. Surtout qu'à ce moment-là, cette fausse couche, je l'ai vécue. Ma belle-sœur se mariait, heu, je crois une semaine ou 10 jours après. Voilà. Donc ça m'a un peu sauvée ce mariage finalement parce que je me suis dit, enfin, comme on était dans un moment de joie, cette nouvelle qui était atroce, pour moi et bah, un mariage, surtout quand c'est la belle famille, c'est très, très proche, heu, il y a pas la place pour la tristesse. Pas de place pour la tristesse. Donc en fait, ça m'a sauvée sur le moment en mode, «Bon, allez, il y a un mariage, tout le monde est Reprends le cours heureux, de la c'est vie, ça et là, on est là avance. pour, fêter l'amour, la joie, bon, je vais embêter personne avec ma fausse couche, allez, c'est pas la vie continue». Et par contre, c'est une fois Mais que ce que j'allais dire, est-ce que ça l'a vraiment sauvé ou est-ce que ça a juste non, décalé après le moment où après ça a finalement, une fois que la été joie, et le moment est passé, la réalité revient? ouais et là, après ça a été un peu une descente aux enfers pour moi. Vraiment, ça a été, en fait, j'ai tellement voulu cacher la tristesse qu'il y a trop de, mauvais on va dire, mauvais sentiments qui sont accumulés, qui ont été enfouis, malgré moi et c'est après, une fois qu'on est sortis du mariage, de l'euphorie de tout ça, j'ai un peu explosé, quoi. J'avais l'impression de comme si on m'avait pas autorisée à faire mon deuil. Je dis souvent aux patientes qui me disent: «Mais c'est pas grave en fait».
C'est pas grave, il y a pas vraiment de deuil pour les fausses couches. Je suis pas du tout d'accord. Je suis pas du tout d'accord parce que c'est un événement, il y a pas de deuil pour les autres, évidemment, mais pour nous-mêmes et pour Mmh. notre couple, il y a un deuil. Il faut se l'autoriser. Bien sûr. Parce qu'en effet, je leur dis: «Faites très attention, ça va vous revenir dessus comme un boomerang au moment où vous ne vous y attendez pas et ça sera puissance 10 parce qu'il y a un moment, il faut que ça sorte en réalité. Il faut C'est que ça ça. sorte pour continuer le parcours si on en a envie, bien sûr, mais pour laisser de l'espace pour le reste et donc exprimer cette émotion-là». Ouais, et personne m'a empêché en fait, d'étaler mes sentiments Non, ou d'en parler, mais c'est dans ce que tu dis, c'est c'est toi vrai que qui te dis à ce mon moment-là, mari est très, «Allez, il faut aller de l'avant». C'est vrai qu'il a toujours un peu de mal à laisser la place à la tristesse. Pour lui, c'est vite mais peu importe l'événement, qui peut y avoir, il est très, «Allez, il faut aller de l'avant, il faut avancer, il faut avancer», et c'est vrai que j'ai tellement voulu être forte à ne pas montrer, à ne pas laisser de la place pour ça, à ne pas, je vais pas dire, c'est pas une faiblesse, mais j'avais pas envie qu'on s'apitoie sur mon sort, j'avais pas que voilà, j'ai enfoui et après bah j'ai explosé quoi. Et puis déjà la PMA c'est pas facile pour un couple. Ça met à rude épreuve notre amour, tout. On se dit, on sait plus si on est ensemble par amour ou si c'est juste pour avoir un enfant. Ce c'est vrai. désir d'enfant prend tellement de place dans le couple que il y a plus rien autour, quoi. On s'est dit, on se parle plus que pour ça. Et t'as rendez-vous à quelle heure à l'hôpital? Oui, il faut faire les piqûres. Après, il y a aussi les reproches. Ouais, cette descente aux enfers, presque Des reproches le, sur quoi? des reproches sur le fait que, bah, comme c'était de ma faute si on n'arrivait pas à avoir cet enfant, mais c'était chez moi qu'il y avait les petits Mmh. soucis. C'est moi qui avais les soucis. Donc, moi, j'étais triste de ne pas pouvoir lui offrir cet enfant qu'il voulait et que je voulais aussi, hein, c'est un désir partagé. Mais il y avait, ouais, j'en perds mes mots, de la culpabilité de pas pouvoir, voilà, de pas pouvoir apporter cet enfant, de pas avoir la vie en moi, de pas pouvoir l'apporter. J'avais l'impression que j'étais fautive d'avoir fait cette fausse couche, que c'était de ma faute. Comme beaucoup de femmes. Voilà, parce que Cette c'est moi qui culpabilité, se dire: porte. «J'ai mal fait, j'ai dû mal faire quelque Ouais. chose». Et lui, il y a eu aussi plusieurs sentiments parce que bah, le sentiment de se sentir inutile, parce que malheureusement, c'est moi qui faisais les traitements. Donc, il voulait m'accompagner, il voulait être là pour moi, me soutenir, mais il savait pas trop comment faire parce que, bah, à part m'épauler, l'homme ne peut pas faire plus, il peut pas faire les Mais piqûres à ma est-ce place. que déjà c'est pas essentiel, Ah, bah, bien sûr, c'est hyper important. d'être là? Enfin, Il c'est ce que faut je dis être souvent aux hommes, accompagné. c'est qu'évidemment, ils peuvent pas prendre les traitements, mais épauler, Ah, écouter, consoler, ce parcours est tout tellement ça a du lourd sens. physiquement et mentalement que si on n'est pas soutenu, si on n'est pas entouré, je vois pas comment on peut tenir. Mais même en étant Il reste soutenu, compliqué, ça reste même en étant compliqué soutenu, bien parce sûr. que l'homme aussi a des sentiments et lui aussi, il y a des moments, il s'est senti Oui, un ce peu n'est pas un scoop. et oui, Les hommes voilà. aussi ont des sentiments. Ils servent à quelque chose finalement. Heu, non, mais il s'est senti un petit peu inutile, il savait pas quoi faire. Moi, il y a des moments, je lui reprochais, de que je sois seule à faire tous ces traitements. Il y a des moments où j'en avais marre de voilà, cet échec enfin pour moi cette fausse couche, je le vivais un peu comme un échec et un retour, case départ, reprendre les traitements, refaire les piqûres et les piqûres, mais j'en pouvais plus. J'en avais des bleus sur le ventre parce que avant que ça fonctionne, bah, déjà Mmh. quand on fait, 2-3 semaines de piqûres, 1 à 2 piqûres, parfois même 3 sur le ventre, les cuisses, j'en avais des bleus partout. Je gonflais, parfois on croyait que j'étais enceinte alors que bah non, bah, c'est les Oui. hormones, on gonfle. J'en pouvais plus et j'arrivais même plus parce que c'est moi qui me suis fait toutes mes piqûres. Heu, si j'y arrive plus, j'arrive pas et pourtant l'aiguille est pas énorme, ça va, Ah mais ça c'est la va. répétition du geste et en C'est la effet, au bout répé d'un moment, il y et a puis plus on trouve plus de d'espace sur le place. Moi, corps. je trouvais plus de place sur mon ventre et il y avait des bleus partout et il était là: «Est-ce que je peux le faire pour toi?» presque j'avais envie de le taper Mmh. pour lui donner l'aiguille. «Bah, tu as qu'à le faire toi» et malheureusement, il ne peut pas le faire lui. Donc il y a trouver sa place aussi pour lui. Donc ça a été, pas facile et puis il y avait le fait il me disait: «Vas-y, allez, c'est pas grave, on reprend un cycle» et puis je disais: «Non, j'ai plus envie».
J'ai plus envie. C'est bon. Là, Donc, tu as su t'écouter dans ce là, parcours-là il fallait et que se je dire à ce m'écoute. moment-là, Mon corps je était... peux plus. C'est-à-dire que je dois vraiment respecter mon propre rythme C'est ça. puisque là, je suis à un moment où c'est un point de bascule. Déjà, j'avais besoin de comprendre pourquoi ça n'avait pas... pourquoi ça avait fonctionné pour finalement s'arrêter comme ça, si brutalement. Et moi, à l'époque, je fumais encore une cigarette de temps en temps. Je suis fumeuse à la base. Et il y a une partie de moi qui a culpabilisé en mode c'est la cigarette de cette trop. cigarette. Et Parce qu'il faut trouver quelque chose j'avais de besoin de trouver concret. un Mais coupable, oui, quelque chose. J'arrivais pas à me dire que c'était peut-être juste mon corps. Et j'ai demandé, quand j'ai fait ma fausse couche, j'ai demandé au gynéco qui m'a dit tout de suite non, c'est juste que l'embryon n'était pas viable. oui. Parce que je dis voilà, j'ai pas réussi à arrêter, je continue à fumer une cigarette par jour. Il m'a dit c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Alors, je sais pas s'il a voulu me faire plaisir ou Non, quoi. c'est vrai, parce que dans mais la en tout cas, majorité il m'a des cas, dit, dans 90% des cas, c'est génétique. Et donc, il ça, m'a dit l'embryon n'était pas malheureusement, voilà. viable. Et il vaut mieux que ce soit parti maintenant Que que... qu'on ait une malformation ou d'autres Exactement. problématiques et qu'on soit obligé d'arrêter la grossesse Voilà, sauf que bon, beaucoup quand plus on a 2 mois tardivement. et demi et qu'on se Mais projette tellement... c'est inentendable c'est ça. quand on est dans le parcours et que d'un coup, ça s'arrête. Alors qu'en effet, on nous a Ouais. donné quelque chose qu'on nous reprend avec beaucoup de violence. En réalité, c'est incompréhensible. Et comme c'est incompréhensible, on a besoin de trouver des réponses. Et tu le dis très justement, la cigarette, là, en l'occurrence, pour toi, devient, même cette pauvre cigarette par jour, devient le coupable. Ah oui, même bah, si, en effet, c'est pas ça l'incidence, puisqu'il y a des femmes qui fument parfois, malheureusement, un paquet. Et voilà, et c'est pas pour ça que ça s'arrête. Donc, voilà. mais il faut trouver une raison. Exactement. Moi, j'avais raison. besoin de mettre un coupable. Donc, il y a une partie de mon cerveau qui a quand même dit, voilà, c'est peut-être cette cigarette qui, voilà. Je ne veux pas faire culpabiliser qui que ce soit, hein, surtout s'il y en a qui fument. Je sais que c'est pas facile d'arrêter. Et voilà. Non, mais du coup, voilà, mon corps a rejeté ça n'a pas fonctionné, ça n'a pas tenu. Et je me suis laissé le temps. J'ai dit non, là, je suis pas prête, là, maintenant, de retourner dans les piqûres, de faire comme si de rien n'était. Je peux pas. Parce que 2 mois et demi, j'y étais. J'y étais et je le voyais. Ce petit être, pour moi, c'était pas juste... C'était pas un fœtus. Ouais. C'était un bébé. Voilà. Pour moi, c'était réel, quoi. C'était présent, c'était là. Donc, on a pris le temps. Donc, je ne sais même plus combien de mois il s'est écoulé, mais assez pour que je me remette. Et je me suis dit, OK, je suis prête à retourner dans les traitements. Donc, on est retourné directement dans les FIV. À ce moment-là, j'ai changé d'endroit, là où j'ai été suivie. Parce que, quand on a vécu un échec, enfin moi, j'avais besoin de trouver des copains. Voilà, c'était où la cigarette, ou mon corps, ou même l'endroit où je l'ai fait, en me disant, j'ai pas eu le feeling avec la personne qui me l'a fait, j'étais pas assez à l'aise. Enfin voilà, fallait que je trouve un responsable dans ma tête. Donc j'ai changé d'endroit. Et là, je suis repartie à zéro. Je me suis un peu renseignée et j'ai atterri à l'Interco de Créteil. Qui est incroyable. Enfin, tout de suite, j'ai été prise en charge par une femme. Je lui ai expliqué mon parcours et elle m'a dit tout de suite, et j'ai aimé son honnêteté, elle m'a dit, alors moi, parce que j'ai dit, il paraît que vous êtes magicienne. Et elle m'a dit, alors non, je ne suis pas magicienne, je ne fais pas de miracle, mais on va tout faire pour vous mettre à l'aise et essayer d'avancer ensemble pour avoir ce petit miracle. Malheureusement, elle me l'a dit tout de suite, et c'est ça que j'ai aimé, cette honnêteté. Elle m'a dit, malheureusement, le résultat n'est jamais garanti. Parce qu'on aura beau tout mettre en place pour et avoir la meilleure aide possible, le résultat n'est pas garanti. Et déjà, ça m'a mis tout de suite vachement plus à l'aise parce que je me suis dit, elle me ment pas, elle sait que je vais en chier, voilà. Et elle le prend en compte, quoi. Et toute l'équipe médicale était archi sympathique parce que comme chaque fois j'évoluais dans les traitements, j'avais l'impression de repartir à zéro. Et oui. Et je les ai appelés, mais 15 fois. Oui, mais alors attendez, là, je dois faire telle piqûre, c'est pas la même qu'avant, je dois la faire à quelle heure et si je suis pas chez moi, si s'écoule 10 minutes où la piqûre n'est pas au frigo, comment ça se passe? Enfin, j'avais l'impression de les embêter. Et elles étaient là, les infirmières apprenaient le temps.
Donc, une Et équipe qui une super vraiment équipe. entoure et Ouais. enveloppante, et ça te permet de repartir dans ce traitement. Ah oui. Et qu'est-ce qui se passe alors à ce moment-là? Et ben, déjà aussi, entre-temps, il s'est écoulé au moins 4 ans. 4 ans de PMA. Ouais, c'est ça. 4 ans. Non, j'arrivais au bout des 5 ans de PMA. Entre-temps, moi, j'étais beaucoup plus à l'aise pour parler de ça. Je me suis dit, mais en fait, Mel, tu vis des choses. euh, les gens sont pas au courant autour de toi, donc ils peuvent pas le savoir que ça va pas bien dans ta vie. Donc à un moment, pourquoi ce serait tabou? Tu as le droit de dire à tes amis, surtout celles qui ont des enfants, les gars, moi aussi j'essaye d'avoir un enfant depuis un moment, parce que aussi j'en avais marre de la question. Et vous, c'est pour quand? Bon, il y a un moment, en fait, quand on me disait, et vous, c'est pour quand? Et vous? Alors, vous voulez pas d'enfant, en fait? Si, j'en veux, mais écoute, ça fait 4 ans qu'on essaye. Oui, sauf que cette phrase-là, on ne peut pas la dire au début. Au début, je voulais pas parce qu'il y avait une partie de moi qui me disait, peut-être je vais y arriver quand même naturellement, peut-être qu'on est au début des traitements, ça va venir rapidement. Puis le rapidement, ça se transforme en 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Et là, on se dit, les gens, ils peuvent pas savoir. Ils peuvent pas savoir. Non, parce que Même si la question est pas hyper Alors, indélicate. la Il y a question beaucoup est très de indélicate. maladresse. Je suis parfaitement d'accord. Mais elle n'est pas malveillante. Oui. Elle n'est pas forcément Moi, au malveillante. début, je leur en voulais de me poser la question et je me disais, non, mais en fait. C'est une fois qu'on leur dit, ils se rendent malheureusement, compte. c'est un peu dans l'ordre des choses. Oui. On s'est mariés. Il y a la famille qui vient par la suite. Bon, je suis très dans le cliché stéréotype. On est mariés, il faut les enfants, il y a les enfants qui suivent. Mais nous, c'est ce qu'on voulait à ce moment-là. C'était dans l'ordre des choses pour nous. Donc, je peux comprendre la question venant de la famille, de la belle famille, des amis autour de nous. Vous voulez pas d'enfants, en fait? Si. Et c'est là, quand j'ai fait la fausse couche, où je me suis autorisée à en parler, après avoir pris le temps qu'il fallait pour moi, pour digérer tout ça, de dire, en fait, j'ai fait une fausse couche. Voilà, on est depuis tant d'années en parcours PMA. C'est pas facile, on n'y arrive pas. Donc, si on veut un enfant, quand? Maintenant, on aimerait bien. Malheureusement. Mais surtout quand la nature nous permettra c'est ça. que ça Malheureusement, fonctionne. pour nous, le parcours est plus compliqué que ça. Donc, et à partir de là, c'était voilà, la porte ouverte j'en parlais vachement librement et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc finalement, je me suis sentie beaucoup plus épaulée alors que personne, j'allais pas à des réunions de groupe ou quoi. J'en ai pas parlé avec des personnes spécialisées non plus, mais de pouvoir en parler librement, même avec mes copines. Ça a changé la donne. Ça a changé, ouais. Ouais, ça a fait beaucoup de bien parce que, il y a toujours ces petits moments où je sais que parfois, quand l'une d'elles était enceinte, elle mettait un petit peu de temps à me l'annoncer. Parce que, et ça a été un petit peu dur aussi, cette image de Mélanie, c'est celle qui n'arrive pas à tomber enceinte. Donc, il faut la préserver. Donc, on va pas lui annoncer tout de suite les grossesses. Faut pas qu'on se plaigne de notre grossesse parce qu'elle n'y arrive pas. Puis, au bout d'un moment où j'ai passé toutes ces étapes, vu le nombre d'années où j'ai passé la jalousie, l'envie, j'ai dit, mais les gars, je souhaite à personne d'être en parcours PMA. C'est pas facile. Enfin, merci la PMA d'exister parce que... Oui. Voilà, c'est ce qui... Parce que certaines femmes n'auraient jamais eu d'enfants sans cette aide-là. Même aujourd'hui, Maintenant, je ne sais pas. je rejoins ce médecin. Est-ce que ce n'est pas une garantie de succès. Voilà. Et c'est malheureusement, je crois, ce qu'on ne dit pas en fait au couple. Ce n'est pas une garantie de succès. C'est un coup de pouce. C'est pas une garantie, mais c'est un sacré coup de pouce. Et vraiment, c'est aujourd'hui, évidemment, une technique extraordinaire, mais elle reste malgré tout une technique. Et donc, on n'est pas sur quelque chose de dentaire où on se dit on a un problème, on le soigne. C'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc, c'est ce que je disais à mes amis, c'est que vous avez de la chance d'être tombée enceinte naturellement, plus ou moins rapidement pour certaines. C'est bon, vous avez le droit de vivre vos grossesses, ça y est, là. Bon, mais je suis passée par toutes les phases, toutes les émotions possibles. Et il y a eu des moments où je disais, mais je suis heureuse pour vous, en fait. C'est tout ce que je vous souhaite, de tomber enceinte rapidement, avoir un enfant en bonne santé. Vous inquiétez pas pour moi, ça va. Et cette première grossesse, elle arrive comment alors? Et donc, je change d'endroit. Avec cette fameuse magicienne qui n'en est pas une. À l'Interco, on repart à zéro pour la FIV, mais on reprend le dossier parce que
Le corps est incroyable, il évolue en permanence. Donc, elle reprend tout le dossier à zéro et elle me dit, non, mais je vois pas SOPK, je vois pas. Oui, oui, légère adénomiose, d'accord, mais qui vous permettrait quand même de tomber enceinte naturellement. Elle dit, au tout début, je crois que c'était au mois de mars, je ne sais même plus quelle année du coup, elle me dit, non, par contre, vous avez une réserve ovarienne d'une femme de la quarantaine. Et j'avais 31 ans, 32 à l'époque. Donc elle m'a dit, réserve ovarienne très faible. Bon, c'est bien de faire une FIV quand même pour stimuler tout ça. Voilà. Pour les ovocytes, ce sera mieux. Et on avance, je sais pas pourquoi on refait, mais je sais pas pourquoi finalement il s'est rien passé. Peut-être que mon corps, j'étais pas encore tout à fait prête. Et en juin, on refait un bilan. Et là, elle me dit, bah non, mais votre dossier est nickel. Vous pourriez très bien tomber enceinte naturellement. Il y a rien. Non, finalement, la réserve ovarienne, ça va mieux. Elle me dit ça, je crois que c'est au mois de juin. Elle me dit, mais Et on revient sur cette vous fameuse voulez phrase. pas... Finalement, naturellement, ça pourrait venir. Finalement, elle m'a dit, bon, à la limite, insémination. Vous voulez pas retenter un SEM? Et là, je la regarde, je fais, écoutez, j'en ai fait je sais pas combien des INSEM, ça n'a jamais fonctionné, ça m'intéresse pas. On va à la FIV. On va à la FIV. J'ai déjà fait une FIV, ça a fonctionné. Ah oui, c'était ça. Entre-temps, il y avait eu d'autres transferts d'embryons. Il me restait de la première ponction, il me restait un ou deux transferts qui, pour le coup, malheureusement, n'ont pas tenu. J'ai eu mes règles. Il y a eu le transfert 2 semaines après, j'ai eu mes règles. J'ai dit non, on repart à zéro, on refait la ponction, on y va. C'est bon. Et de toute façon, c'est l'été. Enfin, elle m'a dit ça, c'était juin. Super dossier, juste, on ne sait pas pourquoi, ça n'a pas pris naturellement. Aucun souci du côté de mon mari. Et moi, apparemment, miracle, tout va bien. Au bout de 5 ans. Donc, j'ai dit, de toute façon, là, c'est l'été, les laboratoires ferment, je pars en vacances, laissez-moi siroter mes petits cocktails à la plage, penser à autre chose. Alors, je ne veux pas dire que c'est les vacances qui m'ont fait du bien, parce que je déteste quand on dit pars en vacances. On est bien d'accord. Oui, parce que sinon, je serais tombée enceinte naturellement en vacances. Depuis belle lurette. Non, mais c'est surtout, je serais tombée enceinte en vacances. Parce que, mais malheureusement, la PMA ne prend pas de congé. Non. Voilà. Donc, je ne suis pas tombée enceinte naturellement en vacances avec mon petit cocktail et mon amoureux. Non, ça n'a pas fonctionné. Mais septembre, on a tout repris. On a refait une ponction le mois d'octobre. Et voilà. Et voilà, mon petit miracle a tenu. Donc, on m'a transféré un embryon, un J5. Et j'ai eu ma fille. Donc, une petite fille qui a aujourd'hui... Qui a 5 ans. Qui a 5 ans. Qu'est-ce que ça change de devenir maman? Ça change tout. Pourquoi ça change tout? Oh bah... c'est à partir du moment où je suis tombée enceinte et voilà, que là, vraiment, j'ai pu me projeter complètement et qu'elle est née, c'est comme si... j'ai l'impression de m'être transformée en lionne. Il y a un truc, c'est comme si je concrétisais complètement, je concrétisais ma famille. Non pas que je n'avais pas de famille avec mon mari, mais comme on avait ce désir d'enfant depuis longtemps, là, il y avait quelque chose qui se concrétisait. C'était, ça y est, notre cocon est en train vraiment de se construire complètement. On a notre logement, on a notre amour à tous les deux. Et ce petit être vient se rajouter cette petite graine d'amour et faire décupler notre amour et notre construction familiale. Et il y a un truc en moi où je me suis sentie invincible. Invincible. Bon, j'ai du mal, j'arrive plus, je perds des neurones en ce moment. Là, je suis enceinte du deuxième, ça va revenir je perds après. des neurones. C'est, voilà. Je me suis sentie ultra forte, ultra puissante. C'est ça y est, je suis mère, plus rien ne pouvait m'atteindre. D'ailleurs, il pouvait se passer quoi que ce soit, mais il faut mettre un coup de boule à quelqu'un, mais j'y vais, même pas peur, bam, c'est bon, là, je suis mère de famille, j'ai ma famille à protéger, je suis forte. Bon, je ne vais pas partir dans les injonctions, mais moi, c'est le sentiment que je ressentais. Bon, après, il y a eu la réalité où j'ai dit, oh,
Je fais pas mes nuits, j'en peux plus, elle dort pas. Elle s'est mise à faire des nuits à 3 ans. Voilà, j'ai pas réussi à allaiter. Bon, après, il y a tout ce qui s'en est Oui, suivi, la mais réalité de la chose, de la il y a maternité. la sensation qu'on a, en effet, la posture dans laquelle d'un coup on arrive, on se dit, waouh, Mais en fait, je suis capable de ça, en oui, fait. ça y est. Ça y est. Et il pouvait se passer quoi que ce soit, ça y est. Plus rien ne pouvait m'atteindre. C'est parce que moi aussi, maintenant, j'étais maman. Et donc l'expérience, on la revit une deuxième fois, puisque tu es donc enceinte. Alors, j'ai mis un petit peu de temps, hein, parce que, bon, comme je dis, il y a la réalité de la maternité, de la parentalité, où on s'est dit, cet enfant que j'ai voulu pendant 5 ans, et qui finalement ne fait pas ses nuits, et Pourquoi on découvre, et on se dit, il y a eu des moments avec mon mari, on s'est regardé, on s'est dit, waouh, oh, elle dormait pas. Et le manque de sommeil, Ça la rend fou. privation de sommeil, ça, Ah oui, je crois que c'est la pire torture. Oui. Non, mais c'est vrai. C'est une torture de ne pas pouvoir dormir. Et au début, on s'en voulait de se plaindre. Parce qu'on s'est dit, on l'a tellement voulu, cet enfant. On n'a pas le droit. Mais c'est ce que me disent beaucoup de patientes. Mais en fait, la réalité, c'est que ça devient une grossesse, ensuite une maternité classique. Donc, on a le droit de se plaindre comme les autres, en fait. Bah, bien sûr. Oui. Non, mais c'est vrai que beaucoup de femmes se privent en me disant, je l'ai tellement voulu. Mais en fait, qu'on l'ait beaucoup voulu, moins voulu, pas... En fait, on a le droit de se plaindre derrière. Et finalement, on s'est dit, mais les gens nous ont vraiment préservés. Hein. Ils n'ont pas voulu nous dire comment c'était. Ce qui est très gentil de leur part, parce que quand on est dans le parcours, voilà. Mais ouais, une fois que ça y est, ma fille était née, c'est là qu'en discutant avec mes amis, on fait, bah oui, on voulait pas vous le dire, mais on en chie au début. Pourquoi vous l'avez pas dit? Et encore après, chacun, voilà, il y en a qui... Et encore, moi, il a fait ses nuits à 7 ans. Et j'étais genre, oh là 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 là, qu'est-ce que j'ai fait pendant 7 ans? Mais pourquoi j'ai fait un enfant finalement? Malgré tout, tu décides d'en faire un deuxième? Mais bien sûr. Alors, c'est la plus belle chose. On arrive presque, j'allais dire, au bout de notre entretien, mais oui. il est là. Donc, je dis il est là puisque c'est un petit garçon. Il me restait 2 embryons de cette FIV de ma fille. Il me restait un embryon qu'on a congelé. Ça, j'aime bien dire. C'est des petits bébés picards. Ça fait des chocs à pic, voilà. Donc, l'année dernière, on est reparti. En fait, il a fallu le temps. Ma fille, c'est à partir de ses 3 ans où on a commencé à voir le bout du tunnel, où elle a fait son entrée en maternelle, où elle a fait ses nuits, où on a retrouvé un rythme. Parce qu'au début, je pouvais même pas reparler à mon mari, lui qui voulait une grande famille, qui me parlait d'enfants déjà à 24 ans. Là, il s'est dit, finalement... Ah non, il m'a dit, tu sais, sinon on en a qu'un, c'est bien aussi. Hein. Et moi, j'étais là genre, il y a une partie de moi qui veut un deuxième enfant quand même. Je ne saurais l'expliquer, c'est comme ça. Je veux avoir un deuxième. J'ai de l'amour encore à donner. Non, bien sûr, j'ai plein d'amour pour ma fille. Mais il y a une partie de moi qui dit, j'ai besoin de faire un deuxième enfant. C'est comme ça, c'est inexpliqué. Je veux pas qu'elle soit seule. Il se passe plein de choses... Dans notre tête. Hein. Et donc, on est reparti. 2 ans d'essai naturel. Parce qu'on m'avait tellement dit, tu vas voir. Pour le deuxième, ça peut, tellement en de effet, PMA pour le... que ça se trouve, ça va arriver tout seul. J'avais plein d'histoires autour de moi. Tout. Tu vas voir, le deuxième, ça va venir naturellement. Bah oui, bah non, mais j'ai jamais repris la pilule. Pas de stérilet, rien, parce que j'avais dit au gynéco, je sais que je veux un deuxième. Je ne sais pas quand, prochainement, pas prochainement. Il m'a dit, bah, on met rien, parce que si c'est pour dans un an, ça sert à rien de vous mettre un stérilet. Bon. Donc 2 ans, il ne se passe rien. Il se passe même plus. Ouais, enfin, du coup, elle a 3 ans. J'ai jamais repris la pilule, pas de stérilet, rien, aucun moyen de contraception, et je ne tombe pas enceinte naturellement. Donc là, je me dis, bon, ouais, allez, c'est reparti pour un tour. On est reparti comme en l'an 2000. Allez, et vraiment, PMA forever, quoi. C'est bon, je crois que je connais vraiment par cœur ce milieu. Donc, toc, 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 l'hôpital, l'interco, c'est encore moi. Et je dis, bon, bah, on va pas repartir à 0 dans les traitements, c'est bon. Il y a là la FIV. Donc, je retourne. D'abord, on fait un transfert d'embryon qui ne tient pas. J'ai mes règles 2 semaines après. Et là, bah, j'avais plus rien. Donc, je refais le traitement l'année dernière. J'ai fait en mars l'année dernière. Je refais tout le traitement, sauf que là, mon corps ne réagit pas. Je ne suis pas assez stimulée et j'ai qu'un seul ovocyte.
Et là, le médecin m'annonce, pour un seul ovocyte, on ne fait pas l'opération. Non. C'est une opération qui est lourde et on ne sait même pas si on peut avoir plusieurs chocs à pic par la suite. Donc, pour un seul ovocyte, Ça vaut pas la peine. ouais, ça n'en vaut pas la peine, mais pour ne pas le perdre, on fait un SEM que j'ai dû accepter malgré moi. Enfin, je voulais pas, je savais que c'est... Alors, je sais pas si c'est d'y penser ou quoi. Enfin, ça sert à rien. Je sais... J'arrête de trouver des responsables. Hein. En tout cas, j'ai fait l'INSEM parce que dans tous les cas, pour moi, l'objectif, c'était de ne pas perdre cet ovocyte. Donc, on a fait insémination. J'ai eu mes règles 2 semaines après, ça n'a pas fonctionné. Ça, c'était en mars. Et il y a des périodes où le laboratoire ferme. Donc, Tout à fait. voilà. Période d'été et Noël en général. C'est ça. Là, c'était avril. Avril-mai, ça fermait. Et après, on tombait sur le mois de juin. Et je me suis dit, bon, on arrive sur juin. On approche de l'été. J'aime bien boire des spritz. J'aime bien ne pas me prendre la tête. J'ai toujours pas réussi à arrêter de fumer parce que j'avais repris... Malheureusement, après ma première grossesse, j'ai repris la cigarette. Bon, voilà. Et j'ai été hyper honnête. Avec mon mari, on a eu une grosse discussion. Il m'a dit, écoute, ça fait 2 ans qu'on y est. Enfin, il y a eu 2 ans d'essai naturel. Plus là, ça fait... il s'est écoulé 1 an entre le premier transfert, la stimulation qui a donné une INSEM. Est-ce qu'on va remettre 5 ans encore? Je sais que il m'a dit, je sais que c'est important pour toi. Il me dit, même pour moi, hein, j'aurais rêvé à avoir un autre enfant, mais est-ce qu'on est prêt à repartir là-dedans? J'ai dit, écoute, moi-même, je n'ai pas envie de refaire 50 PMA. Là, je ne le ferai pas. On a un enfant. Je suis la plus heureuse du monde. Elle est en parfaite santé. Si notre famille, ça s'arrête à un enfant, ça s'arrêtera à un enfant. Mais là, je ne suis pas encore prête à tourner la page. Je ne dis pas que le livre doit rester ouvert 1000 ans, mais juste, viens, on souffle. On fait nos vacances. On ne se prend pas la tête. On voit en septembre. Par contre, juste après, octobre, je commençais ma tournée de spectacle. Enfin, je reprenais. Parce que du coup, il y a eu une première année où j'ai joué, mais comme ça tombait... Voilà, je reprends et là, je retourne. C'est une tournée qui est hyper intense. Je ne pourrais pas faire les traitements. Je ne vais pas me compliquer, m'embêter parce que c'est impossible. Tout doit rester au frais, au frigo. Tout à fait, c'est très compliqué. Et c'est des rendez-vous à l'hôpital tous les 2 jours. Enfin, des prises de sang pour voir comment... Donc, tu t'es dit, je m'organise pour que ce soit plus Donc, je facile. dis, c'est septembre. Ou pas. OK. Je suis hyper honnête. Je dis tout ça au médecin qui me suit sur les réseaux. Et donc, elle sait. Je lui dis, voilà, moi, octobre, je repars en tournée. En plus, c'est toutes les semaines, j'ai des déplacements. Et comme l'hôpital, c'est vraiment, c'est à 24 heures près, il faut qu'on puisse suivre. Je me suis dit, il y a des endroits, je ne sais même pas comment. Elle m'a dit, il y a tel endroit, vous pourrez peut-être aller à un laboratoire, mais d'autres, ça va être compliqué, des rendez-vous à 7 heures du matin. Finalement, septembre, tu refais ce traitement? Donc, je refais même au mois d'août, parce que j'ai pris des comprimés. Il fallait que je prenne un médoc le cycle d'avant. Donc, je prends au mois d'août, et alors là, je fais un cycle de 22 jours. Le 20 août, j'envoie un mail à l'hôpital. Les gars, en fait... c'est parti. Non, c'est eux qui me contactent vers le fin août en mode, vous en êtes où? Je dis, j'ai pas encore mes règles. Et on me répond, ça va venir. Le lendemain, midi, paf, mes règles, je les appelle tout de suite. Je dis, ça y est, mon cycle a commencé. Et elle me dit, vas-y, on est parti. Et je crois qu'on était le 28 août, un truc comme ça. Je fais, wow! Et en fait, dans ma tête, c'était presque... Déjà? Avec tout ça, j'étais pas prête, alors que la meuf, elle a vécu je sais pas combien d'années de PMA et elle dit, elle est pas prête. Moi, j'en ai rigolé. J'ai dit à mon mari, qui l'eût cru, ça y est, on est reparti, on y va. Donc, on a tout refait, stimulation, ponction, et vers le 15 septembre, voilà, on nous a annoncé qu'il y avait plusieurs ovocytes, enfin que ça avait donné plusieurs chocs à pic. J'adore les appeler mes petits chocs à pic parce que vraiment, je trouve que c'est l'hôpital ils font leur petite timbale et paf, ça fait des chocs à pic. Voilà. Et vers le 21 septembre, transfert d'embryon un J5 et un petit mec qui va arriver bientôt là pour mi-juin. C'est magnifique. C'est incroyable. C'est une très belle histoire. C'est mon deuxième miracle, quoi.
Alors, comme on arrive un peu au bout Oui. de notre entretien. J'ai beaucoup parlé, Mais- je suis désolée. Alors, il ne faut pas s'excuser de s'exprimer. Puis en plus, tu as dit de très jolies choses Ah, sur le merci. ressenti, etc. Qui sont, je pense qu'ils vont vraiment avoir de la résonance pour les gens qui nous écoutent. Est-ce que tu aurais envie, ou qu'est-ce que tu aurais envie de dire, ça aussi c'est la question rituelle, à ces hommes et ces femmes qui sont en parcours Oui. aujourd'hui? Qu'est-ce que tu as envie de leur adresser comme message pour les soutenir, pour les épauler? Bah, c'était un Toi petit qui peu l'as vécu dans ta chair et qui le vis dans ta la chair. conclusion de mon spectacle. J'avais toujours un petit mot parce que dans mon spectacle, je parlais de PMA, parce que ça fait partie... De ton histoire. C'est mon histoire. C'est quand on a vécu aussi longtemps la PMA, bah, ça nous forge un petit peu, ça nous façonne. Et bah, je suis qui je suis aujourd'hui aussi avec ce parcours. Je pense que je n'aurais peut-être pas la même personnalité ou la même façon de voir les choses dans la vie. Voilà, c'est ma façon de réfléchir, de fonctionner. Elle est aussi en partie due à ce que j'ai vécu, donc aussi la PMA. Et ce que j'aimerais dire aux gens qui sont dans ce parcours, c'est un parcours qui n'est pas facile, qui est même compliqué, qui a ses montagnes russes c'est des émotions. On peut être surpris par toutes les émotions qu'on peut ressentir dans ce parcours. On en chie, qu'on se le dise. Voilà, hein, c'est dit. Ce que vous ressentez est totalement légitime. Parce que comme je l'ai dit, on vit plein d'émotions, donc c'est normal de parfois ne pas réussir à être heureux pour les autres. C'est normal parfois de ressentir de la jalousie. Et puis c'est normal aussi parfois de se dire « j'en ai ras-le-bol, j'en ai marre » et d'avoir envie de tout envoyer bouler. Ce que vous ressentez est légitime. Vous avez le droit d'en parler. En fait, c'est ça, vous avez le droit d'en parler. Parce que vous n'êtes pas seul. D'autres personnes ont vécu ce parcours. Vous n'êtes pas les derniers à le vivre. D'autres ne sont pas au courant de ce que vous pouvez ressentir et vivre. Donc, parlez-en autour de vous. C'est pas tabou. Faut arrêter avec ce mot, c'est pas tabou. C'est juste que nous, on n'y arrive pas en un claquement de doigts. C'est pas juste avec un regard et un petit crac-crac que ça arrive. Donc, non, vous avez le droit d'en parler. Les autres ont le droit de savoir aussi ce que vous vivez. Et je vous souhaite de tout cœur que ce petit miracle arrive. J'aime pas trop la notion de dire garder espoir parce que malheureusement, c'est une chose comme on l'a dit au tout début et on va conclure par ça, c'est que le résultat n'est jamais garanti. Mais il faut rester fort. Ça, c'est peut-être le plus dur à... C'est pas facile de rester fort dans ce parcours, mais il faut. Il faut. Et prenez le temps, surtout, écoutez votre corps. Si vous avez besoin de prendre même 2 mois de pause, bon, après, chacun a son parcours. Voilà, il y a les conditions, il y a l'âge qui fait que parfois, malheureusement, on n'a pas le temps de laisser passer ces 2 mois. Mais si vous pouvez, écoutez votre corps. Parce que ce parcours est tellement délicat et compliqué et lourd, physiquement et mentalement, que si on ne laisse pas de répit à son corps, ça peut être compliqué. Voilà. Merci Mélanie. Avec plaisir. Ah, merci beaucoup. Donc, merci à vous. On arrive au bout de cet épisode. Oui. Donc, merci infiniment pour ce moment parce que j'ai trouvé que c'était très émouvant, très, très touchant de la manière dont tu as abordé ces moments qui sont compliqués, mais qui, je pense, vraiment, vraiment vont résonner puisque c'est ce que j'entends à peu près tous les jours dans mon cabinet et que, en effet, il faut beaucoup de force, beaucoup de courage. Et avoir de la force et du courage, c'est pas ne pas pleurer, c'est pas ne pas tomber. Bien sûr. C'est voilà, c'est une espèce de gestion de l'émotion quand elle arrive et c'est très compliqué. Mais et on n'en est pas merci moins de faible. Porter... on n'est jamais faible en pleurant. On n'en est pas moins faible. Jamais. C'est pas de la faiblesse. C'est pas de la faiblesse pour moi. C'est pas de la faiblesse de montrer ses émotions, pas du tout. En fait. C'est même une très grande force de pouvoir parler. Se servir, de s'écouter ressentir les choses. Et vraiment, pour moi, ça a beaucoup de sens. Donc, merci infiniment d'être venu. Donc, on arrive à la fin de cet épisode. Magnifique. Voilà, moi, je suis un peu émue aussi.
C'est rare, mais ça arrive quand même. C'est les hormones, profondément... c'est la grossesse partagée. C'est la grossesse là. partagée. Et donc, je vous retrouve très prochainement dans un autre épisode, évidemment, de Désir sur canapé. Mais n'oubliez pas, nous sommes très nombreux et très nombreuses à être préoccupés par cette question. Comme vous le voyez dans chaque épisode, on est avec vous, on vous soutient. Je vous dis donc à très bientôt dans Désir sur canapé. Merci. Merci.